mes chers amis, mes chers collègues, mais surtout mes chers amis, parce que vous m'avez fait l'amitié d'être là, nombreux. D'autres arrivent, ils sont en attente, hein, les contrôles sont un petit peu plus compliqués que d'habitude par les temps difficiles que nous vivons. Et je salue aussi et immédiatement nos amis de Casablanca qui sont dans un grand amphithéâtre à Casa-Anfa et qui écoutent, assistent avec un animateur aux controverses de Descartes. Et nous en sommes ravis. Nous allons essayer justement, après cette première réussite, parce que c'est une réussite technique et une réussite aussi pédagogique, nous essaierons de multiplier ce type de transmission en groupe dans un certain nombre de pays de la francophonie qui nous feront l'honneur de nous écouter. Vous avez aujourd'hui devant vous un certain nombre d'intervenants de tout premier plan. Ce sont des intervenants pour qui j'ai énormément d'estime, pour certains beaucoup d'amitié, et qui vont, chacun de son point de vue, vous parler du désir d'apprendre. Désir d'apprendre qu'ils mettront en relation aussi, pour certains, avec le désir ou l'envie de savoir, en distinguant les deux. Et puis, ils vous diront aussi comment on peut espérer que les nouvelles technologies nous permettent d'avoir une perspective plus diversifiée de l'apprentissage, plus à l'écoute des besoins et des attentes de nos élèves, et comment cette diversification peut devenir quelque chose d'important, qu'elle peut participer à la lutte contre les inégalités. Chacun va développer son point de vue pendant une bonne demi-heure. À la fin de chaque intervention, Adrien Vallée, qui est professeur des écoles en Bretagne et qui est d'autre part membre de Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Posera des questions, une question à chacun du point de vue de la pratique et de ce qui se passe dans les classes. Chaque intervention durera environ 30 minutes. Ensuite, nous aurons une première intervention conclusive du recteur de Paris, Christophe Querero, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Et nous ouvrirons ensuite le débat, c'est-à-dire que vous aurez la parole dans la salle pour poser vos questions. Mais avant cela, comme d'habitude, le mot du président, c'est-à-dire mon mot à moi, sur un sujet qui m'est cher et que je sais précieux pour chacun d'entre vous. Lorsqu'il fut décidé d'ouvrir plus largement les portes de l'école, avec un grand E, à tous les enfants et non plus à quelques-uns seulement, nous prîmes collectivement l'engagement de les y recevoir tels qu'ils étaient. Ceux issus de catégories sociales peu favorisées, mais ceux aussi venus d'ailleurs, en équilibre culturel et linguistique parfois instable. Cet engagement ne pouvait être tenu au sein d'une école qui était construite pour accueillir des privilégiés préalablement triés.
Et pour faire face à une hétérogénéité linguistique et culturelle brutale, il eût fallu en effet que cette école se transformât en profondeur dans ses contenus, sa pédagogie, la formation de ses maîtres et les finalités professionnelles. Elle resta en fait quasiment identique à elle-même, même si elle tenta de donner le change en multipliant des filières d'orientation qui n'étaient souvent que des voies de garage. Notre système scolaire navigue ainsi depuis plus de 50 ans entre complaisance et cruauté, tentant de maquiller l'échec programmé de certains de ses élèves en abaissant régulièrement ses ambitions, ses exigences et ses moyens. On pourrait dire que si l'école a réussi effectivement la massification de ses effectifs, elle a très largement raté sa démocratisation. Pour n'avoir pas su allier la bienveillance et l'exigence, pour n'avoir pas eu la volonté d'offrir la même ambition à tous ses élèves, pour n'avoir pas su construire une formation des maîtres de grande qualité, l'école n'a pas pu relever le défi d'une distribution équitable du pouvoir linguistique et intellectuel. Elle a laissé perdurer, voire s'accroître les inégalités, et toutes les dernières publications de l'OCDE le montrent. Et elle abandonne aujourd'hui très tôt, sur le bord du chemin menant aux apprentissages fondamentaux, un nombre très important d'élèves. Ces élèves, ils ont toujours été en retard sur les compétences affichées. Ils ont souffert d'un déficit et d'une imprécision de langage à 5 ans. Ils ont acquis laborieusement quelques aptitudes au décodage des mots à 8 ans, alors qu'ils auraient dû comprendre des textes simples. Ils sont difficilement parvenus à repérer quelques informations ponctuelles à 11 ans quand on attendait qu'ils soient des lecteurs efficaces dans toutes les disciplines. Ils ont très tôt endossé le costume de l'échec et ne l'ont plus quitté. Ils auront passé plus de 10 ans dans les murs de l'école et n'auront même pas la possibilité de se défendre face aux premiers manipulateurs venus. Échec scolaire, échec professionnel, échec citoyen. Voilà à quoi conduit l'impuissance linguistique et la faiblesse intellectuelle que l'école n'a pas eu les moyens de prévenir. Les nouveaux écoliers ont ainsi posé année après année à une école figée un problème qui menace aujourd'hui sa légitimité. Ce problème pourrait s'exprimer ainsi. Certains de ces élèves, résignés à un échec programmé, ont le sentiment que les bénéfices qu'ils peuvent attendre d'une scolarisation laborieuse n'équilibreront pas les contraintes et les obligations imposées par le maître. Et la tentation de laisser tomber les fait alors rejoindre, de plus en plus nombreux, la tribu des désenchantés. Ceux qui pensent que l'école n'est pas faite pour eux. Et au désenchantement de ces élèves répond le découragement d'une partie des enseignants. Si de moins en moins d'étudiants se destinent au métier d'instituteur, c'est sans doute parce qu'ils ont la conviction que, quoi qu'ils fassent, l'échec de certains de leurs futurs élèves sera inéluctablement programmé dès 6 ans. Le sentiment douloureux qu'ils risquent de ne servir à rien les détourne alors du plus beau métier du monde. Aucune revalorisation salariale, chichement octroyée, ne les convaincra de rejoindre les rangs de ceux qui furent les hussards de la République et qui sont parfois condamnés aujourd'hui à n'être plus que les agents d'un service de reproduction sociale. L'heure est donc venue, chers amis, de faire un choix entre une école de complaisance et de renoncement et une école de résilience et de justice.
Face à l'hétérogénéité de plus en plus grave à laquelle est confronté notre système éducatif, la juste solution n'est ni le passage complaisant d'une classe à une autre, ni le rétablissement d'examens de passage imposant aux plus fragiles un redoublement sans efficacité. Ce n'est pas non plus en constituant des groupes de niveau, condamnant en fait les plus faibles à un enseignement à vitesse réduite, que l'on forcera le destin des enfants mal nés. Or, c'est bien là la mission de l'école, forcer le destin des enfants mal nés. La seule solution pertinente sera d'inventer, au moment clé du cursus, là où les élèves fragiles lâchent prise, un système de sauvetage individualisé, fondé sur la singularité de leur démarche cognitive. C'est en effet en identifiant les difficultés cognitives de chacun que l'on pourra lui proposer des démarches pédagogiques individualisées, adaptées à ses besoins. Et c'est là, sans doute, on peut l'espérer, que l'intelligence artificielle pourrait peut-être être utile aux enseignants. Cette intelligence artificielle dont on parlera tout à l'heure, dont on vous parlera tout à l'heure, au lieu de se contenter, à travers des robots conversationnels, de servir à tous les mêmes réponses uniformes et ternes, qui tuent le désir d'apprendre au lieu de l'attiser, j'emprunte la formule à mon ami Philippe Mérieux, au lieu de cela, cette intelligence artificielle devrait se mettre au service du maître, d'abord du maître, afin qu'il puisse signifier à chaque élève qu'il compte pour lui. Chaque enseignant pourrait alors mettre en œuvre une véritable pédagogie diversifiée. Et une pédagogie diversifiée, il faut le répéter, n'est pas celle qui classe les élèves et hiérarchise les ambitions qu'on leur assigne. Une pédagogie diversifiée est celle qui prend en compte la singularité cognitive, je le répète, de chaque élève pour ajuster sa démarche pédagogique. La question à laquelle l'intelligence artificielle devrait donc permettre de répondre n'est pas « que sait-il » ou « que ne sait-il pas », mais « comment apprend-il » ? La réponse pédagogique ne sera pas « comment combler son désir d'apprendre », comment combler son désir de savoir, mais comment attiser son désir d'apprendre. Si telle n'est pas sa priorité, alors, je le dis de façon très claire et ferme, que l'intelligence artificielle se tienne à l'écart de l'école. Car comment prétendre au nom d'intelligence quand on se contente de proposer l'algorithme, si réponse juste, alors exercice N, si réponse fausse, alors exercice N1. Ce n'est pas cela que l'on attend de l'intelligence artificielle, et c'est pourtant ce qui, dans beaucoup de propositions aujourd'hui, nous est proposé. Dans ce combat essentiel pour la liberté individuelle de penser, de douter, d'analyser, de se tromper parfois, c'est la force des Lumières que l'école doit convoquer et non pas une bien-pensance poisseuse. Pas facile à dire ça. L'école ne doit pas réduire les Lumières à un paradigme figé de valeurs théoriques à faire apprendre par cœur dans les classes, avec l'espoir, le plus souvent vain, qu'elles préserveront nos enfants de ces valeurs bien plus pragmatiques et bien plus séduisantes que prônent les gourous sectaires qui rôdent sur les réseaux. Elle doit faire à chaque élève, elle doit faire cette école de chaque élève un résistant intellectuel qui saura opposer sa propre raison à tous les mensonges, à toutes les manipulations. Les lumières qui guideront la renaissance de l'éducation, ce sont celles qui éclairent nos doutes et nos incertitudes, qui invitent à un échange respectueux et ferme
d'arguments contradictoires, où l'on sait prendre la place de l'autre, en gros, où l'on sait controverser. Sapere aude, ose savoir par toi-même. Emmanuel Kant a fait de cette injonction empruntée à Horace la juste devise des Lumières. Penser est pour Horace et plus tard pour Kant une pratique de liberté, un effort pour s'orienter dans un monde obscur où l'on essaye d'avancer seul, même en tâtonnant. La leçon lumineuse que l'école doit à ses élèves, c'est avant tout de n'abandonner jamais son autonomie de pensée à qui que ce soit et sur quelque sujet que ce soit. La leçon, c'est avant tout d'abandonner, d'apprendre justement à imposer sa propre réflexion, sa propre interprétation et de mettre ses propres conclusions en sachant qu'elles ne sauraient être que provisoires. À tous ceux qui, tous les 2 ans, prétendent sauver l'école, je leur propose de méditer ces paroles de Kant et les paroles d'Horace. Merci.